Soyez les bienvenus, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est une émission best-of de Femmes de Sport, mais ça reste la seule émission Omnisport au féminin. Une émission spéciale, une émission avec une actrice du sport au féminin, c'est Béatrice Barbus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sociologie, mais surtout vous êtes là parce que vous êtes la présidente du CNDS, le Centre national de développement du sport. Alors en deux mots, présentez-nous cette structure que peu de gens connaissent. Grand public, j'imagine, mais dans le milieu du sport, on vous connaît très bien. Quels sont vos axes de travail et qu'est-ce que vous faites exactement ? Le CNDS a pour fonction, de manière générale, de subventionner des projets sportifs. Donc il y a tout d'abord les grands équipements sportifs qui peuvent être financés par l'intermédiaire du CNDS, à condition qu'ils soient structurants, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Donc il faut que ce soit des équipements qui amènent une certaine dynamique sur le territoire en question, considéré. Un deuxième axe qui est les grands événements sportifs internationaux, le financement de quelques grands événements sportifs internationaux, pas tous bien évidemment car le budget ne le permet pas, et quand je dis financement, c'est en partie financé, c'est pas la totalité d'un événement en tant que tel. Et puis l'axe essentiel, c'est bien entendu, et c'est ce pourquoi d'ailleurs à l'origine le CNDS, l'ancêtre plutôt, le FNDS avait été fait, c'est de financer les projets des clubs et des associations sportives. Donc c'est surtout ça le travail du CNDS. Et pour ce faire, depuis 2012, le CNDS a décidé de mettre des axes particuliers, de mettre l'accent sur des aspects particuliers que sont... Comme peut-être les femmes. Exactement, c'est là où je voulais évidemment en venir. Entre autres les femmes, le sport handicap, le sport santé, la création d'emplois. Donc ça, ce sont des axes aujourd'hui qui sont centraux pour le CNDS. Quelle est la politique particulière sur les femmes, du coup ? Sur les femmes, elle est d'essayer de financer très clairement, par le biais d'appels à projets, des projets qui ont trait au développement du sport au féminin, que ce soit de la pratique, que ce soit de l'entraînement, donc pour l'embauche par exemple d'une entraîneur de sport, que ce soit des activités qui se font aussi par exemple dans des quartiers prioritaires de la ville ou des zones rurales, mais sur le sport féminin. Donc voilà, ou le financement de grands événements sportifs internationaux spécifiquement féminins, ou par le biais du fonds audio que vous connaissez bien ici, oui, puisque le CNDS participe au financement de cette émission. Merci à vous. Donc c'est pas moi qu'il faut remercier, mais plutôt Valérie Fournéron qui a eu l'idée de mettre en place ce fonds audio il y a quelques temps maintenant, 2012. Donc voilà, ça finance aussi ce type de choses. Au total, je peux vous dire qu'on a fait le calcul sur 2015, c'est plus de 17 millions d'euros qui ont impacté le sport au féminin via le CNDS, et c'est 17 millions à minima, puisqu'il y a, on finance par exemple des événements qui sont mixtes. Donc là, on ne peut pas dire que ça finance uniquement. Donc c'est 17 millions à minima que le CNDS a injecté pour financer le sport au féminin. Tout au long de l'année, nous vous avons proposé un certain nombre de sujets. Béatrice, vous en avez sélectionné 4. Donc voilà, le premier sujet que vous avez sélectionné, c'est une femme d'exception dans tous les sens du terme, et c'est un sujet de la chaîne normande. Ce quartier, Michel Guillet le connaît bien. À 95 ans, elle a eu le temps de voir les rues de Caen se métamorphoser. Mais c'est toujours avec émotion qu'elle rentre dans le complexe aquatique Eugène Mahès. Car c'est lui, le grand Eugène Mahès, qui a appris à nager à Michel dans l'Orne en 1929. À l'époque, il ne se doutait sûrement pas qu'il venait de former une future championne. Car c'est 40 ans plus tard que Michel s'est lancé dans la compétition. Je nageais bien parce que Eugène Mahès m'avait bien appris. Et à 75 ans, on m'a dit il faudrait essayer de faire un peu de compétition. J'avais 75 ans. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Je suis partie en brasse, je ne savais nager que la brasse. Et à 80 ans, je me suis dit la brasse c'est un peu court, il faut que j'apprenne le crawl. Alors là, c'est Christophe qui a pris le relais et j'ai appris le crawl. Et depuis, rien n'arrête Michel. Comme elle dit, elle prend plaisir à chercher record. Depuis 1998, elle s'entraîne 3 fois par semaine avec Christophe, son entraîneur. Et la moisson de médailles est impressionnante. Plus d'une centaine de titres de championne de France et un record du monde. Il y a quelques semaines, Michel a même rajouté quelques lignes à son palmarès, 3 records d'Europe. À son âge, c'est impressionnant. J'ai 95 ans, oui, pas que j'oublie, c'est 95. C'est pas 85,
95 et je suis encore dans l'eau avec bonheur. À faire quelques petites compétitions, mais enfin, voilà. J'arrive encore à battre des records d'Europe. Donc en Europe, il n'y en a pas tellement qui nagent mieux que moi à mon âge. Ça me surprend. Les bienfaits de la natation sont connus depuis bien longtemps et c'est peut-être la clé du succès de Michèle Guillet, une pratique sportive régulière et encadrée. Elle est à la fois dans le sport bien-être et dans la compétition. Aujourd'hui, ses entraînements sont adaptés à son âge. Elle ne fait pas ou peu de physiologie de l'effort. Le but est qu'elle puisse évoluer dans l'eau avec le plus d'aisance possible. Le défi à relever en tant qu'entraîneur pour une personne âgée, c'est de lui procurer avant tout du plaisir. Elle a une démarche personnelle de venir nager, c'est pour bien sûr progresser dans l'activité, mais aussi s'épanouir dans cette pratique et également supprimer toutes les douleurs de la vie quotidienne, puisque dans l'eau, seule la poussée d'Archimède agit et du coup c'est un bien-être inégalable. Michèle Guillet est notre doyenne de la natation française et elle peut compter sur le soutien de son entraîneur et des licenciés de l'entente nautique cannaise pour aller chercher de nouveaux records. Béatrice, au-delà évidemment du phénomène de Michèle, qu'est-ce qui vous a plu dans ce sujet ? Plusieurs choses. D'abord, le fait essentiellement que dans ce reportage, on montre bien et que le sport peut être un facteur essentiel pour rester en bonne santé et se maintenir en bonne santé. Comme ça a été bien dit à la fin, le fait qu'elle fasse de la natation à son âge fait qu'au quotidien, elle a moins mal quand elle se lève, etc. etc. Et ça, c'est primordial en effet pour notamment les femmes, mais aussi pour les hommes. Mais pour les femmes, on sait qu'elles sont davantage touchées, par exemple, par l'ostéoporose à partir d'un certain âge. Et le fait de faire du sport permet de retarder l'âge d'apparition de l'ostéoporose, voire même de faire en sorte qu'il n'apparaisse pas. Donc c'est plutôt un bienfait physique important. Donc le premier aspect qui m'a plu, c'est le bien-être. Le deuxième aspect qui m'a plu, c'est qu'elle fasse aussi de la compétition. Car on dit souvent que les femmes n'aiment pas la compétition, qu'elles sont davantage attirées par le sport bien-être, etc. Et là, on voit quand même que le fait d'aller battre des records, c'est ce qui la plaît, ça lui plaît, c'est bien, et tant mieux. Donc la compétition ne doit pas être quelque chose qui fasse peur, bien au contraire, ça peut être quelque chose qui est bien vécu, la preuve. Et pourquoi je l'ai choisi à 95 ans, battre encore des records d'Europe, je trouve ça extraordinaire. C'est inspirant. Voilà. Et la troisième raison, c'était aussi un petit clin d'œil par rapport encore une fois au CNDS, car au sein du CNDS, on finance depuis l'année dernière, depuis plusieurs années, le concept de savoir nager. Il faut savoir qu'il y a 50% des enfants qui rentrent en 6e qui ne savent pas nager en France. Donc c'était aussi un petit clin d'œil pour ça et dire que savoir nager, c'est aussi une compétence fondamentale que tout un chacun devrait avoir la possibilité d'acquérir, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui en France. Donc voilà pour les raisons pour lesquelles, et puis elle est formidable, franchement chapeau, et si j'arrive à son âge, j'espère que je pourrais faire autant de sport qu'elle n'en fait, franchement. Un bel exemple à suivre de sport pour tous et sport à tous les âges. À tous les âges. Elle est licenciée. Or, dans le sport féminin, il y a quand même un déséquilibre dans les chiffres. Il n'y a que 30% des licences dans les fédérations qui sont... 35% des licences. Ça progresse, mais il faut développer ça. Quel est le problème, finalement, à ce niveau-là ? Je ne vais pas avoir assez de temps pour répondre à votre question. Dans mon livre que je viens de finir, j'explique tout ça. Mais oui, il y a un souci. Alors, au niveau du sport fédéral, déjà, ce qu'on peut dire par rapport à ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent, le nombre de licenciés ES va augmenter, incontestablement. Parce que dans certaines fédérations, dans certains sports, on part tellement de bas qu'on ne peut qu'augmenter. Je vais prendre l'exemple le plus criant, c'est celui du football. En 2011, vous aviez 51 000 licenciés. En 2016, ils viennent de passer la barre des 100 000. Et sans être devin, je peux vous dire qu'en 2019, c'est-à-dire date à laquelle aura lieu la Coupe du monde de football féminine en France, elles s'approcheront... Des 150 000. Oh non, des 200 000. Des 200 000. Ah oui, très sincèrement, oui. C'est le sport qui en fait le plus, peut-être, aujourd'hui, pour le développement du sport féminin ? C'est pas le sport qui en fait le plus, c'est parce qu'eux, ils mettent les moyens. Mais ils mettent les moyens, pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, il n'y avait rien de fait sur la question du foot féminin. Donc, le nombre de footballeuses va s'accroître. Mais en même temps, c'est le football. Et le football ne peut pas être comparé à aucun autre sport, et ce, quel que soit le genre, je dois dire. Donc, il y a ces disciplines-là, le rugby, le football, le cyclisme, qui vont voir leur nombre de licenciés absolument augmenter dans les années qui viennent. Mais pour des sports comme le mien, comme le basket, comme le handball, donc,
On est à 37%, vous voyez. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Il y a un vrai problème aussi de structuration des clubs. Parce qu'il faut les accueillir, ces nouvelles licenciés ES. Donc oui, il y a un vrai problème du niveau fédéral, parce qu'on se rend compte qu'en dehors des fédérations, il se passe des choses? Ah oui, et le nombre de pratiquantes, là, ça croît conséquemment. Hors licenciés, donc? Hors licenciés. Dans les clubs de gymnastique volontaire, fitness, mais même de la pratique libre. On n'a pas besoin d'être dans un club de fitness, on prend une paire de baskets, on va faire de la marche rapide, de la randonnée, de la course. Dernier chiffre de la FIFAS, en France, 5 millions de licenciés dans des fédérations et des clubs, 10 millions en dehors. Et c'est de là que va venir, à mon avis, l'accroissement considérable du nombre de pratiquantes en France. Alors on va montrer tout de suite le deuxième sujet que vous avez choisi, c'est celui de Charlotte Girard, une arbitre dans le hockey. Effectivement, dans le développement du sport au féminin, il y a quand même encore un petit problème au niveau des fédérations sur les encadrements et l'arbitrage au féminin. On regarde ça tout de suite. Samedi 27 février, patinoire Thierry Monnier à Courbevoie. Dernier match du championnat avant les phases finales entre le club olympique de Courbevoie et les Dogs de Cholet. Parmi les arbitres, une femme, Charlotte Girard. J'ai vu qu'il y avait une femme parmi les arbitres. C'est rare, c'est vraiment très rare et je trouve que c'est dommage. On devrait en voir plus souvent parce qu'elles font aussi bien le travail qu'un homme, elles arbitrent aussi bien. C'est plutôt un jeu d'hommes. Et la plupart des arbitres, c'est des hommes, donc c'est bien qu'il y ait des femmes qui commencent à le faire aussi. Il n'y a pas de souci, je ne fais plus la différence. Charlotte, c'est une femme qui nous arbitre depuis déjà des années. C'est pas la première fois, ça nous arrive assez fréquemment. Il y a 2-3 arbitres femmes qui officient dans la Ligue cette année. À 35 ans, Charlotte Girard fait partie des rares femmes arbitres en France. Elles ne sont que 6 sur 120 arbitres au niveau national. Mais pour en arriver là, elle a dû se battre, et ceci dès ses débuts dans le hockey sur glace. Ça a été compliqué, j'ai voulu faire du hockey, on m'a inscrit au hockey et on a découvert que la mixité était interdite sur la glace par la fédération. Je suis venue pendant 3 mois à chaque entraînement pour m'équiper sans avoir le droit de monter. Puis un jour, j'ai eu le droit de monter. Le virus de l'arbitrage est arrivé après le virus du hockey. J'ai commencé à arbitrer à l'UNSS, le sport scolaire. C'était ma seule façon de pouvoir rester sur le terrain. Charlotte Girard est aujourd'hui arbitre internationale. Elle a d'ailleurs été sélectionnée lors des derniers Jeux Olympiques à Sochi. Elle est donc reconnue pour ses compétences d'arbitre, mais également pour son bonnet fétiche qui ne la quitte jamais. Mais pour en arriver là, elle a dû combattre de nombreux clichés. Mes débuts, ça a été plus ou moins compliqué, tout simplement parce qu'il faut faire sa place. Et nous sommes en concurrence avec des hommes dans un monde d'hommes. Donc généralement, il faut prouver qu'on est 2 fois plus compétente qu'eux-mêmes. Je me bats encore aujourd'hui contre des clichés. Ça a commencé, pour l'anecdote, avec un premier coach quand j'étais toute jeune arbitre qui m'a dit « Retourne faire de la vaisselle et ton tricot ». Les coachs ont été assez vite convaincus de mes compétences, les joueurs aussi, les spectateurs aussi. Ceux que je dois convaincre à chaque match, même avec l'expérience que j'ai, ce sont mes collègues. Si aujourd'hui de plus en plus de femmes se lancent dans l'arbitrage, c'est grâce à des pionnières, mais également au combat quotidien que mènent des femmes comme Charlotte Girard. Je serais tentée de dire aux jeunes femmes qui veulent s'engager dans une voie arbitrale qu'il ne faut surtout pas hésiter. Notre premier ennemi, souvent, c'est nous et les compétences qu'on s'attribue. Les hommes ne se posent jamais la question de savoir s'ils vont être compétents, nous si. Donc je pense tout simplement qu'il faut foncer quand on a envie de quelque chose. Béatrice, il y a encore trop de machisme ambiant dans les instances dirigeantes par rapport aux femmes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, je ne comprends plus rien. Ben si, vous avez tout compris, vous avez la réponse dans votre question. Bien sûr, elle l'a dit, Charlotte, là, dans le reportage, qu'il y avait beaucoup de sexisme autour d'elle. Et j'ai choisi ça parce que Charlotte est un modèle, et on doit en voir plus comme elle dans le sport. Oui, il y a du sexisme, effectivement. Vous aussi, vous l'avez vécu, finalement, parce que vos postes... Oh que oui. Mais je le raconte, justement, dans un livre qui sortira au mois d'octobre. On en parlera, justement, de votre livre. Mais oui, il faut en parler, parce que ce que m'a raconté aussi Charlotte, là, en 2 minutes, elle n'a pas le temps de tout raconter, mais quand vous avez un joueur, que vous êtes en train d'arbitrer la Ligue Magnus, et que vous avez un joueur d'une équipe de l'élite, donc qui vous met une main aux fesses en plein match, oui. C'est des choses qui sont inadmissibles et qui n'est pas sanctionné ni par son club, ni par une ligue. C'est des choses qu'on ne doit plus voir. Ah oui, donc dans les mentalités, on doit avancer.
Complètement. Donc il y a un plafond de verre, incontestablement, pour des postes, j'allais dire de manière générale, de management, d'encadrement, entraîneur, arbitre et dirigeante. Et ça, le CNDS essaye d'insuffler de nouvelles politiques pour permettre de libérer la place de la femme dans le sport. Sur les postes d'entraîneur, oui. Après, sur le poste de dirigeante, nous ne pouvons rien faire. Sur les arbitres non plus. Donc après, ce sont aux fédérations et aux ministères, via les plans de féminisation qui sont plus ou moins imposés aux fédérations, que de permettre cela. Mais quand on sait le temps qu'il faut pour former un arbitre, le temps qu'il faut pour former un entraîneur, et quand on voit le nombre de jeunes femmes qui aujourd'hui sont en formation, je peux vous assurer qu'il va falloir encore une bonne dizaine d'années pour qu'on voit de manière plus significative un nombre grandissant de femmes arbitres au plus haut niveau et d'entraîneurs. Juste une petite quand même parenthèse, mais elle arbitre des hommes en France. Vous savez que Charlotte, au niveau international, ne peut pas arbitrer des hommes. Ah oui? Non, elle ne peut arbitrer que des femmes. Le championnat du monde féminin, voilà. Alors que l'inverse est possible? Il y a tout un travail à mener au niveau international. On va passer au troisième sujet. On n'est plus dans le sport performance, mais dans le sport qui reconstruit des personnes. C'est un sujet assez sensible, touchant. C'est un sujet qui nous a été proposé par Vosges Télévisions. Je vous laisse le redécouvrir. Nadia est une authentique championne de lutte. Sa pratique sportive, elle la met aujourd'hui au service d'un volet franchement social, d'insertion ou de réinsertion. Depuis le début du mois de septembre, l'entraîneur du club d'Épinal intervient ainsi chaque semaine, ici, au centre culturel de Rambervillers, auprès d'un public exclusivement féminin, issu du centre d'hébergement pour femmes en difficulté. Une démarche accompagnée par les pouvoirs publics. L'idée, c'est que ça puisse leur permettre déjà de sortir de leur environnement et de progressivement reprendre confiance en elles pour repartir sur un nouveau parcours, que ce soit professionnel ou personnel. Et l'objectif, c'est aussi qu'elles retravaillent leur capacité physique. C'est un module qu'on appelle Par le corps, qui se déroule en 4 étapes. À partir de ces 4 étapes, on a basculé vers une 5e étape, qui est la phase d'opposition. Et dans l'opposition, on introduit des jeux d'opposition et de lutte pour pouvoir retravailler le rapport au corps et la confiance en soi. Il y a un petit côté self-défense ou pas du tout? Si, mais ça vient beaucoup plus tard, beaucoup plus loin, parce qu'avant de pouvoir se défendre, il faut déjà avoir conscience de son corps, il faut déjà savoir l'utiliser, il faut déjà aussi, entre guillemets, le réparer quand c'est nécessaire, et là c'est nécessaire. Nécessaire pour ces femmes qui ont subi des violences physiques ou psychologiques, dévalorisation d'elles-mêmes, isolement, honte. Elles craignent le plus souvent de s'exprimer. Peu d'entre elles ont d'ailleurs accepté le regard de notre caméra. Marie-Claire, 44 ans, séjourne au centre de Rambervillers. Elle essaie de se reconstruire. Vous ressentez vraiment les bienfaits là? Tout à fait. Ça permet d'extérioriser le stress. Ça permet de sortir un peu du quotidien qui n'est pas toujours évident. Votre histoire, c'est quoi en quelques mots simplement? J'ai voulu refaire ma vie l'année dernière au bout d'un projet d'1 an sur l'île de la Réunion. Il s'est avéré que c'était un réseau de prostitution dans lequel je ne suis pas tombée. Ce qui m'a sauvée, c'est que j'avais toujours des contacts en métropole qui eux avaient compris. Des vies cabossées qu'il faut apprendre à rediriger. La lutte fait partie du processus. Pour son initiatrice, le sport doit avoir cette dimension-là. Le sport sans le versant social, c'est réservé alors dans ce cas-là à une élite. Parce que du coup, on oublie beaucoup de gens. Voilà. Et moi, je voudrais m'intéresser à ceux qu'on oublie. Parce que j'aurais pu en faire partie. Les exercices de ce genre vont donc se poursuivre d'ici le mois de juin, devant ou à l'abri du regard de la caméra. Toutes ces femmes mettent en avant les bienfaits de la pratique de la lutte dans leur processus de reconstruction, même si pour chacune d'entre elles, le chemin promet d'être encore long. Béatrice, comment la présidente du CNDS réagit face à un tel sujet? Comment voulez-vous que je réagisse? Je trouve que se réapproprier son corps est essentiel et c'est ce que font ces femmes au travers de la pratique sportive et c'est une excellente initiative. Le nom du module est excellemment trouvé par le corps. On oublie aussi souvent de dire qu'en effet le sport permet de se construire, de prendre confiance en soi, donc d'avoir une meilleure estime de soi-même, donc d'avoir également un bien-être relationnel avec les autres meilleur. Donc je ne peux que, là encore une fois, encourager toutes les femmes, qu'elles aient 95 ans, comme Michel tout à l'heure on a vu,
que celles qui sont victimes de violences, ou pas. Mais le fait de faire du sport, ça vous grandira et ça vous permettra d'avoir davantage confiance en vous dans la vie de tous les jours. Et surtout, une femme entraîneur qui s'investit également, qui donne du temps pour ce type d'initiative. Dernier sujet que vous avez choisi, c'est peut-être l'avenir du sport pour tous, le sport 2.0, mais c'est en tout cas pratiqué par des femmes du côté de Nantes. C'est un sujet qui nous a été proposé par Télé Nantes, Loire-Atlantique. Regardez. Course, exercice et cardio, ce soir la séance est intensive. Durant près de 2 heures, la trentaine de filles va se dépenser en suivant les directives de la coach. Un rendez-vous sportif mensuel, mais surtout 100% féminin. Les filles peuvent venir pratiquer un sport librement, sans avoir peur d'être jugées à la fois sur un niveau de pratique et aussi sans l'esprit de compétition et de concurrence qu'on peut avoir dans un club. Parfois, les femmes peuvent être confrontées à des contraintes familiales, sociales et qui les éloignent du sport. C'est important de pouvoir se fédérer entre elles avec des amis, avec des collègues pour essayer de contrecarrer ces contraintes et de se forcer à aller faire du sport. Organisées par une dizaine de femmes bénévoles, les séances sont gratuites. L'objectif, c'est autant de pratiquer du sport que de se retrouver pour passer un bon moment. L'esprit d'équipe, l'ambiance, la bonne humeur et puis le fait de se retrouver une fois par mois pour se bouger un peu, c'est sympa. J'ai du mal à courir toute seule, donc c'est vrai que là il y a l'ambiance de groupe, il y a les coachs, donc ça motive, c'est dynamique. Les séances varient en fonction des programmes. Par exemple, aujourd'hui, c'est une séance un peu plus intense avec un échauffement, des exercices de workout et un peu plus de fractionnés, donc de vitesse. Les communautés sportives sont en essor ces dernières années, notamment grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que les hautes instances ont une prise de conscience de cette nouvelle façon de se rassembler par Internet, par copinage, pour faire du sport? Comment on peut capitaliser? Ce que d'aucuns appellent l'ubérisation du sport. C'est ça, l'ubérisation du sport. Aujourd'hui, le monde fédéral en a conscience, mais pour autant, est-ce que le sport traditionnel met en place des dispositifs pour essayer de suivre? En revanche, pas trop, non. Ça reste pourtant du sport pour tous, en quelque part. Absolument, bien sûr que ça reste du sport pour tous. Et c'est effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, à mon avis, l'avenir. Incontestablement, c'est l'avenir. Donc si le milieu sportif traditionnel ne trouve pas ou ne s'engage pas aussi dans l'usage des nouvelles technologies, là en l'occurrence les réseaux sociaux, je crois que le grand vainqueur, ce sera le sport hors fédéral, c'est celui-là qui sera gagnant dans les 10 ans à venir. Et qui visiblement plaît aux femmes, puisqu'elles trouvent un confort dans la société dans laquelle nous vivons actuellement pour avoir cette pratique. Aujourd'hui, la médiatisation du sport féminin est en évolution, mais ce n'est pas encore au summum de ce que ça pourrait être. Quel regard vous portez sur cette médiatisation? Quelle est... Il n'y a pas assez de sport féminin sur les télévisions françaises. Elle est trop en retard, bien sûr. Il y a deux choses. Mais même dans la presse écrite. Mais tout à fait, il y a l'aspect quantitatif. Donc là, il y a une présence qui n'est absolument pas suffisante, incontestablement. Évident, voilà, je ne veux pas discuter les statistiques. Et puis il y a l'aspect qualitatif, il y a la manière dont on traite aussi le sport au féminin. Et là aussi, il y a beaucoup de progrès à faire. Est-ce que finalement mettre en avant les atouts féminins sur des affiches, etc., je sais que ça fait un peu polémique, est-ce que c'est, selon vous, j'aimerais dire presque à la sociologue, est-ce que c'est la bonne façon de mettre en avant le sport féminin? Non, pas du tout. C'est contre-productif. Mais là, je n'ai pas assez le temps pour vous expliquer pour quelles raisons. Je l'explique et je décortique justement dans l'ouvrage que j'ai écrit pour cette raison, parce qu'on n'a jamais suffisamment de temps pour expliquer les choses en profondeur. À terme, c'est contre-productif. Absolument, à terme, c'est contre-productif. Donc il faudrait plus mettre en valeur la performance. Et justement, parlez-nous de votre livre. Sans aucun doute. Qu'est-ce qui se trame sur ce livre? J'ai essayé de vulgariser un certain nombre de mécanismes sociologiques pour expliquer les raisons profondes pour lesquelles justement on a du mal à faire avancer le sport au féminin en France. Et comme fil rouge, je me livre un peu personnellement, puisque j'y ai mis des extraits assez nombreux de mon journal de bord que je tiens depuis 10 ans. J'imagine plein de témoignages autour d'attitudes sexistes, de problèmes, de discrimination des hommes envers les sportives. Pas seulement des exemples personnels, mais aussi par exemple ceux de Charlotte, puisque j'ai eu le plaisir de pouvoir l'interroger.
Cette émission est à présent terminée. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous tout au long de l'année. Mais l'actualité continue. Oui, l'actualité. En vous remerciant parce que Femmes de Sport a pu voir le jour grâce au CNDS. Donc, mais pas à Béatrice Barbus, grâce au CNDS, grâce à l'institution. Et vous auriez eu l'aide, même si je n'avais pas été présidente. Et des fédérations sportives absolument, qui ont joué le jeu aussi. Merci à vous d'avoir fait cette émission et j'espère qu'elle aura de beaux jours. Merci beaucoup, Madame Barbus. Quant à nous, on vous souhaite de bonnes vacances à tous et on l'espère à l'année prochaine. Au revoir. Allez, à bientôt.